Dernière présentation par Alexis Lubet de Rouen, impression 3D pour la formation à la chirurgie pédiatrique. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les académiciens, c'est un immense honneur pour moi de présenter aujourd'hui mon travail de thèse de science sur l'apport de l'impression 3D en formation pour la chirurgie pédiatrique. Donc déjà, tout d'abord, c'est un projet qui est soutenu financièrement et institutionnellement par le CHU, l'université, la région Normandie et la Société française de chirurgie pédiatrique pour pouvoir mener à bien tous ces travaux. Donc moi, je suis le docteur Alexis Lubé, je suis chirurgien pédiatre, CCA, et actuellement en troisième année de thèse de sciences au groupe de physique des matériaux. Donc, pourquoi la simulation pédiatrique et pourquoi cette thèse de sciences? Déjà, la chirurgie mini-invasive, c'est un domaine en chirurgie pédiatrique qui est très exigeant. Il n'y a pas de modèle, ou quasiment pas. Et les conditions physiologiques des patients est très difficiles. Et donc, nous, en chirurgie pédiatrique, on ne bénéficie pas de simulateurs commerciaux et ils sont rarement développés pour la chirurgie pédiatrique. Donc, nous, notre but de cette thèse, c'est vraiment d'utiliser cette technologie qui est l'impression 3D pour aider à démocratiser et à rendre accessible la formation en chirurgie pédiatrique pour les internes et surtout de la valider scientifiquement avec des études en comparant et en essayant de chercher à comprendre au mieux s'ils sont utiles ou pas. Donc on a conçu, évalué, diffusé ces simulateurs et aujourd'hui je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. Déjà l'impression 3D, je pense que c'est pas trop la peine de vous expliquer pourquoi c'est si innovant, on a déjà eu une présentation tout à l'heure, mais quand même je le rappelle, l'impression 3D c'est une révolution technologique pour quatre choses. Déjà on peut construire, fabriquer avec une complexité qui est folle sans qu'on augmente le coût. Donc c'est pas le coût, c'est pas la production, c'est pas le nombre qui va donner le coût, c'est pas non plus sa complexité. Donc ça, c'est un intérêt qui est très important. Ensuite, c'est une technologie qui est de plus en plus accessible. Comme on l'a dit tout à l'heure, les brevets sont tombés il y a quelques années et aujourd'hui, on peut faire des impressions 3D, des imprimantes qui sont de bureau. Ensuite, on a maintenant des matériaux qui sont de plus en plus écologiques, qui sont biosourcés, qui sont biodégradables, qui sont non toxiques et qui sont très facilement manipulables. On peut les utiliser dans des écoles, on peut les utiliser dans des salles de classe. Donc aujourd'hui, c'est une technologie qui est à portée de main et aujourd'hui, c'est à nous, chirurgiens, de s'en emparer pour pouvoir les utiliser. Et ensuite, aujourd'hui, maintenant, c'est un système qui est très ouvert, qui est open source, qui est interchangeable et surtout qui est diffusable dans absolument quasiment tous les CHU de France, comme on le disait tout à l'heure. Il y a un réseau aujourd'hui des 3D des CHU de France et aujourd'hui, c'est de mettre à disposition ces modèles dans tous ces CHU pour pouvoir les produire sur place et les rendre accessibles au plus près des soignants. Et ensuite, les imprimantes aujourd'hui, elles coûtent quasiment plus cher, entre 400 et 800 euros, 4000 euros pour la plus chère et pour les technologies les plus innovantes, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut monter jusqu'à 40 000 euros. Donc aujourd'hui, la simulation chirurgicale pédiatrique, elle est très inégale. Déjà, on n'a quasiment pas de simulateur. Les laparotraîneurs néonataux sont inexistants, les laparotraîneurs adultes sont très chers et les pinces de celluloscopie, donc les instruments qu'on utilise pour s'entraîner à la chirurgie mini-invasive, ici la celluloscopie pédiatrique, elles sont quand même peu abordables pour des étudiants, des internes de première année. Donc, de conséquence de tout cela, c'est une inégalité d'accès, une courbe d'apprentissage qui est plus longue, notamment en chirurgie pédiatrique où on a des petits effectifs, donc enfin pas beaucoup de patients, donc une courbe d'apprentissage qui s'élève en années, une concentration des ressources dans seulement les CHU et donc dans les centres périphériques, on n'a pas du tout de formation sur cette chirurgie et des coûts qui sont très élevés et qui sont du coup que dans les centres de simulation. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de sortir tout ça des centres de simulation, de rendre plus proche pour les patients. Donc, je vais vous présenter quelques travaux. Donc, l'apport-entraîneur célioscopique néonatal, les pinces de célioscopie, l'urétéroscopie pédiatrique et ensuite, en ouverture, la création de notre plateforme en cours. Donc, la célioscopie néonatale, comme je vous l'ai dit, c'est une difficulté, c'est un défi technique. On a peu de patients, et environ une dizaine par an dans chaque centre, et des tout petits espaces. Donc, même s'entraîner à la célioscopie adulte, c'est pas du tout comparable à celle de la célioscopie néonatale. Donc les tissus sont fragiles, il y a un risque accru et une vulnérabilité des enfants. Ils ont un volume sanguin qui est très faible, donc le moindre saignement va conduire à une catastrophe qui est très rapide. Donc du coup, les chirurgiens sont très frileux, ils n'osent pas se lancer et on pense qu'aujourd'hui, avec la création de ces modèles, de pouvoir s'entraîner, ça va pouvoir démocratiser et surtout développer cette technique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de formation actuellement dédiée à la celluloscopie néonatale, il y a quelques modèles animaux qui existent, le poulet, le lapin, mais ils sont peu fidèles, ils sont peu accessibles et surtout, ils ne représentent pas du tout l'anatomie humaine comme nous on voudrait la représenter. Et donc les mannequins standards adultes manquent de réalisme total par rapport à celui d'un abdomen de nouveau-né de 1 mois.
Donc, il fallait créer ces modèles et on avait un besoin urgent de les créer. Donc ça, c'était le but, donc le Special Neonatal Trainer. Donc, on a conçu, modélisé et donné accessible un modèle qui soit avec un coût économique qui soit faible. Et surtout, on a évalué son impact pédagogique lors de journées de formation. Donc, comment on l'a conçu? Tout d'abord, on a pris un scanner d'un nouveau-né, né de 1 mois. On a modélisé son abdomen. On a recueilli les volumes intra-abdominaux. Mais là, c'était pas suffisant. Parce qu'en fait, quand on fait une célioscopie, on insuffle un pneumopéritoine. Et donc, le volume intra-abdominal, il change. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé des données de la littérature pour pouvoir adapter le volume moyen d'un abdomen d'enfant en utilisant celui de porc, de lapin, qui ont été faites par des études chinoises auparavant. Ensuite, on a modélisé sur des logiciels de 3D Slicer et Blender. Et ensuite, on a pu l'imprimer avec des matériaux souples, donc le TPU. Et toute une étude a été faite en parallèle avec le groupe de physique des matériaux, donc qui est un groupe qui est un laboratoire de physique des matériaux des polymères qui ont étudié l'élasticité, la flexion, l'extension et la dureté des différents plastiques pour pouvoir trouver exactement la dureté et la flexibilité du plastique qui nous intéressait le plus. Et ensuite, on l'a imprimé. On l'a imprimé sur des imprimantes classiques, basiques, qui sont accessibles à n'importe qui. Et ensuite, on a reproduit en fait, on a retravaillé un petit peu la fidélité anatomique avec un graphiste qui travaillait en anatomie et qui travaille avec nous à l'école de chirurgie pour pouvoir adapter les contours, les formes et les surfaces pour donner un aspect le plus réaliste possible. Ici, vous voyez donc le modèle, le nôtre, le laparotraîneur néonatal, et aujourd'hui, c'est celui qui était à côté, c'est le laparotraîneur sur lequel utilise aux États-Unis, qui est beaucoup plus gros, qui n'est pas du tout adapté et qui n'est pas du tout réaliste anatomiquement. Donc là, vous avez une petite vidéo de moi en train de vous présenter le modèle. En fait, il a un avantage aussi, c'est qu'on peut l'utiliser avec une webcam. Donc avec un téléphone portable, vous prenez deux pinces, une webcam, un téléphone portable, et vous pouvez vous entraîner partout où vous êtes. Donc après, on a décidé de l'évaluer, ce modèle. Donc on a pris des internes de chirurgie pédiatrique lors de la journée de formation nationale de chirurgie pédiatrique lors du congrès de la SFCP. Et ensuite, on a pris aussi des étudiants tout novices, donc pour essayer de voir un petit peu cette learning curve. Donc on a pris 22 étudiants de première année de médecine pour voir si on pouvait, est-ce qu'on avait des différences entre notre laparo-traîneur et celui publié dans la littérature. On leur a donné des exercices pratiques, des trocars, mise en place de trocars, manipulation intra-abdominale, transfert plot et élastique. Ensuite, on a donné des questionnaires de satisfaction, un OSAT, on a regardé les temps, les erreurs, et ensuite on a pu évaluer le réalisme de ces procédures. Donc déjà, on avait une qualité de satisfaction qui était très intéressant. Donc ça, c'était à gauche, c'est les évaluations qui ont été faites lors du jour de la Société française de chirurgie pédiatrique. On a un questionnaire, donc ils sont très satisfaits, avec un modèle qui est recommandé pour les autres internes et pour la formation. Ensuite, après, à droite, c'est l'évaluation des premières années de médecine, donc qui ont été testés. Donc le PLS, c'est donc le laparo-traîneur qui est publié, et le SCNT, c'est donc le nôtre. Et ensuite, on peut voir à peu près des temps un peu similaires, sachant que le PLS a un volume de simulateur qui est 3 fois supérieur au nôtre. Donc, qui est plus proche de celui d'un abdomen néonatal, mais le PLS est plus grand, donc plus facile aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a une légère différence, mais pas statistiquement significative. Et ensuite, on a un score d'OSATS qui est à peu près pareil sur ces étudiants de première année. On a pris les étudiants de première année pour effacer cet effet de learning curve qu'on aurait pu avoir avec les internes plus évalués. Et surtout, ils n'auraient pas eu tous pas tous le même niveau. Donc déjà, on a pu faire le premier simulateur néonatal totalement imprimé en 3D. Il a un rapport coût-efficacité qui est très, très intéressant. Il coûte moins de 10 euros à produire. Il est facile, il peut être fait sur n'importe quelle imprimante avec des matériaux qui sont accessibles et qu'on peut acheter directement sur le commerce, sur Amazon ou autre. Et donc il est reproductible. On peut envoyer les fichiers un petit peu partout en France pour qu'ils soient diffusés. Donc on a eu un problème sur le système de visualisation. La webcam, c'était pas super. La taille de l'échantillon, on n'est que sur une quarantaine d'évaluateurs, donc on aimerait bien faire plus. Et la durabilité à long terme, on n'a pas pu l'évaluer. Donc après tout ça, on avait un problème. On avait le laparo-traîneur, on pouvait utiliser la caméra, mais en fait, on s'est rendu compte que notre modèle, on ne pouvait pas le diffuser parce qu'on n'avait pas les pinces. Et donc les pinces, ça coûte cher. Soit on était obligé de les voler au bloc opératoire, c'était pas très éthique et en plus avec les problèmes budgétaires actuels. Soit on a décidé de créer nous-mêmes ces pinces de celluloscopie. Enfin, j'ai décidé. Donc la celluloscopie, je ne vais pas vous redémontrer son intérêt et sa difficulté d'apprentissage, une learning curve qui est longue, le matériel qui est cher et très difficile d'accès. Et donc 160 euros pour une pince pour un interne de première année qui viendrait s'inscrire, c'est quand même, et en plus il faut le doubler, c'est quand même assez difficile. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer des laparo-traîneurs qui soient pas chers. Donc ça, c'était le premier laparo-traîneur qui est pédiatrique que j'avais publié et qu'on avait testé à peu près sur toute la France. Il y avait 52 internes. Donc là, on avait donc un portable, le laparo-traîneur et des pinces. Mais maintenant, on veut créer les pinces qui vont avec le laparo-traîneur néonat et celui-ci. Dans la littérature, il n'y a pas de pinces réellement de célioscopie. Soit elles sont trop grosses, soit elles sont trop petites, soit elles sont trop larges aussi.
Et donc, on a décidé de se donner un cahier des charges. Donc, il faut que ça soit des pinces de 5 mm de diamètre sur 30 cm de long, qui ont une rotation à 360 degrés à un doigt, comme dans la réalité, qui soient totalement imprimées en 3D. C'est-à-dire que vous avez votre imprimante 3D, vous pouvez faire votre pince n'importe où que vous soyez, dans l'espace, sur mer, sur terre ou dans un service, vous pouvez l'imprimer. Il faut que ça coûte pas cher, il faut que ça coûte moins de 5 euros pour pouvoir être fait, et surtout que ça puisse être résistant quand même, que ça puisse au moins tenir 50 exercices. Et en bonus, on ne l'a pas encore obtenu, mais que ça soit stérilisable. Mais on est en train de travailler là-dessus. Donc ça, c'est tous les dessins qu'au fur et à mesure que j'ai eu pendant ma thèse, donc j'ai fait tous les dessins pour pouvoir créer, faire fonctionner cette pince. Donc on a fait une amélioration topologique, mais malgré toutes ces améliorations, après le design final, en fait, il y avait certains éléments qui cassaient. Et en fait, c'était lié à la structure propre des résines qu'on utilisait. Elles n'étaient pas assez résistantes. Donc malgré le dessin, il fallait qu'on se tourne vers la physique des matériaux pour trouver quels sont les moyens, les process qu'on peut utiliser pour améliorer les caractéristiques mécaniques de cette pince. Donc ça, c'est le modèle. Le 12e modèle, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de casses, mais au final, on a réussi et c'était très bien. Mais il a fallu évaluer un petit peu chaque pièce. En fait, elles ont un cahier des charges différent. Elles n'ont pas la même rigidité, pas la même ductilité. Elles n'ont pas la même résistance à la pression et à la force. Donc en fait, on a fait un petit peu un éventail de toutes ces pièces et ensuite on a cherché les propriétés mécaniques de ces résines. Donc en fait, on a pris 1270 échantillons. On a échangé, on a changé les temps d'exposition, l'exposition aux UV, la chaleur. Donc ça, c'est les post-traitements et la façon dont on fabrique ces échantillons. Et ensuite, on a fait des tests de flexion, de traction et de résilience pour en fait avoir des courbes et avoir en fait un échantillonnage à peu près de savoir les forces, les propriétés mécaniques des différentes résines et comment on pouvait les booster en fait. Comment avec une résine commerciale, on pouvait améliorer x2, x3 ses caractéristiques mécaniques avec des processus qui étaient simples, mais au détriment d'autres. Par exemple, si on augmente la dureté, on augmente aussi sa fragilité. Donc en fait, c'était des plus, enfin, c'était balance bénéfice-risque. Et donc en fait, après, on avait toute cette courbe, cet éventail, et on a pu l'appliquer sur chaque élément de la pince pour pouvoir la créer. Une fois que cette pince elle a été créée, on a pu l'évaluer au MTC. Donc on a fait venir 10 chirurgiens donc de différentes spécialités. Donc il y avait des urologues, des thoraciques, des viscéraux qui avaient au moins 10 années d'expérience. Ils ont testé 7 pinces différentes. En fait, c'était des pinces avec des matériaux différents, donc biosourcés, éco-responsables. Il y en avait en céramique, comme on le disait tout à l'heure. On a testé la céramique aussi. Et ensuite, on les a comparées par rapport à des pinces standards, celles dans le commerce. On leur a fait donner tous 2 exercices. Donc, et après, il y avait un temps d'exercice, un OSAT, et on regardait les échecs. Et ensuite, on a comparé et on leur a donné un questionnaire de satisfaction. Donc déjà, les résultats du score de satisfaction, ils sont très importants, ils sont très bien. On voit que à gauche, c'est la pince normale et à droite, c'est la pince composite, donc à la céramique. Et ensuite, quand on regarde les temps moyens par chaque exercice, en fait, on voit que plus la pince est performante, et enfin, plus elle est chère et plus la résine est chère, plus on arrive avec les scores d'une pince normale. Donc ça a été un véritable succès cette journée. On a réussi à valider les pinces, aucune pince n'a été cassée. Et surtout, on a montré aussi que même sur des pinces qui étaient beaucoup moins chères, donc des pinces par exemple Eco, c'est une pince avec une résine qui est biosourcée, en fait on avait aussi des très bons résultats et qu'on pouvait déjà commencer à s'entraîner. Donc ça veut dire que sur des pinces qui coûtent moins de 1 euro, en fait on pouvait déjà commencer à s'entraîner et pouvoir leur permettre de les diffuser. Aujourd'hui, ça s'est concrétisé aussi par une mission avec la chaîne de l'espoir. On a fait une mission au Togo, on a envoyé tout ce kit. Donc en fait, vous voyez, ils s'entraînent avec mes pinces de celluloscopie, avec mon modèle de l'apport entraîneur et leur téléphone portable. Et aujourd'hui, tous les ans, grâce à la chaîne de l'espoir, on envoie ces kits pour pouvoir s'entraîner et diffuser la celluloscopie pédiatrique dans le monde entier. Ensuite, on s'est pas arrêté là, on s'est aussi intéressé à l'uroscopie, à l'urologie, parce que moi je suis plutôt urologue aussi. Donc là, l'urétéroscopie, donc souple, donc c'est mettre un laser pour aller casser des calculs. On l'a vu un petit peu tout à l'heure. Il y a que des modèles à niveau, les modèles caravériques qui sont restreints et ils sont pas du tout adaptés à la chirurgie pédiatrique. Et les simulateurs numériques, ils manquent ce retour haptique et on n'a pas cette sensation de casser des calculs qui est très important. Ça coûte très cher, ça coûte entre 500 et 1000 euros le module et ils sont très peu accessibles. Donc on s'est dit, grâce à l'impression 3D, on va pouvoir faire ces modèles. Donc on a créé un modèle imprimable en 3D, moins de 10 euros, qui permet de faire toute la formation. Mettre le leader, mettre l'urétéroscope, faire la fragmentation laser, faire des calculs et surtout l'approche elle est open source, c'est-à-dire qu'on puisse diffuser le modèle, qu'on puisse l'envoyer. Aujourd'hui il est envoyé à l'IRCAD, il y a plein de modèles qui sont envoyés et il est diffusé et plébiscité dans plein de centres. Et aujourd'hui c'est une vraie réussite et tous les ans on fait une formation avec la Société française de chirurgie pédiatrique avec la formation des internes sur ces modèles, de la parotraîneur néonate, de la parotraîneur plus grand et du hétéroscopie. Donc comment on en est arrivé là? On a pris un scanner de petits bébés, ensuite on l'a redessiné sur Blender, on l'a modélisé sur Fusion 360 et ensuite on l'a imprimé et ensuite voilà, ça c'est les images dans l'urétéroscope. Donc on a modélisé aussi les calculs. Donc à gauche c'est la navigation, au milieu c'est quand on attrape les calculs avec une dormia, avec une pince panier et à droite c'est quand on va fragmenter au
au laser. Donc en fait, toutes ces étapes, tout ça, c'est des étapes qui sont faites dans notre laparo-trainer et donc qui sont extrêmement réalistes par rapport à la réalité et qui rendent accessible en fait ce geste qui est très coûteux, très difficile, accessible directement dans les services où vous prenez une table, vous prenez un centre de formation et puis vous entraînez tous vos internes dessus. Donc là-dessus, on a pris une quarantaine d'urologues, on a pris des internes et des experts, 19, 20, 19. On a fait une grille d'Osax, c'est une grille d'Osax qui est particulière à l'urétéroscopie. On les a évalués, on a regardé leur temps, on a regardé leur analyse, on a comparé les performances et ensuite on a pu voir des performances qui étaient assez similaires entre les deux groupes. Enfin, les experts étaient meilleurs que les internes et surtout ils avaient un très bon. Ils étaient très bons, et ils avaient une learning curve qui était quasiment nulle, alors que les internes beaucoup. Et le test au laser s'est passé très très bien. Ils étaient très satisfaits. Donc un bon retour et discrimination des compétences et une accessibilité économique. Aujourd'hui, tous ces modèles-là, ils n'étaient pas accessibles. Je ne pouvais pas faire tout seul ou avec mon laboratoire. Donc on a eu un fonds de financement Prisme 3D, donc la plateforme rouennaise pour l'innovation en simulation médicale et à l'enseignement en impression 3D, pour pouvoir porter donc l'impression 3D en formation chirurgicale à l'échelle régionale. Donc on a eu un accord entre l'université et le CHU pour pouvoir promouvoir et transmettre l'impression 3D. On a eu un financement de 400 000 euros de la région pour acheter du matériel innovant d'impression 3D, promouvoir l'anatomie, la formation et la simulation auprès des internes. Donc en fait, c'est un écosystème où on est implanté au Medical Training Center donc avec le professeur Louis Sibert qui nous accueille et donc lequel on va être au contact donc des étudiants du laboratoire d'anatomie, donc lequel on va être affilié et avec le labo de groupe de physique des matériaux pour pouvoir tester tous ces matériaux. Donc aujourd'hui, on est plébiscité dans la France entière. Pas plus tard que cette semaine, j'ai été appelé par la Maison des maternelles pour pouvoir montrer mes modèles 3D et expliquer la chirurgie pédiatrique directement au grand public. Grâce à ces modèles 3D, on collabore avec le réseau 3D des CHU. On permet de faire une médiation, une collaboration avec les jeunes, les collèges, et on a pas mal de publications scientifiques. Aujourd'hui, on a 5 publications à revue un comité de lecture, dont un dans le JPS, donc le journal de référence. Donc voilà, un grand remerciement pour toutes ces instances, le CHU, l'université, surtout pour ma directrice de thèse, donc le professeur Agnès Liard, qui est chef de service de chirurgie pédiatrique, vice-doyenne à la pédagogie au CHU de Rouen, qui m'aide et qui m'épaule dans tout ça. Et merci à eux. Merci beaucoup pour ce vaste et très joli programme. Est-ce que vous avez des questions? On a vu beaucoup de choses, hein. Ça, Il y en a encore d'autres. vous avez Pas que ça. travaillé, c'est bien, parce que c'est Ouais. du travail très technique. Je trouve ça très intéressant. Bah, c'est qu'il y avait l'urgence aussi, hein. C'est Moi, qu'aujourd'hui, ça n'existe j'avais plus. une question. Ces pinces à 1 euro, on ne pourrait Ouais. pas s'en servir en clinique au lieu de les Ah, payer 160 euros? si, mais on n'a pas les validations encore. J'ai pas envie d'aller en prison encore, donc. Mais on pourrait, en fait, Voilà, techniquement. voilà un Tu bel sais, objectif, hein, ouais, parce c'est notre que objectif. Et ça va être incorporé dans la plateforme de pouvoir créer des dispositifs médicaux. Donc aujourd'hui, on a les plans, on a toutes les résines, mais maintenant, il faut aller vers ça. ouais, Ça coûte très cher, c'est avec des industriels qu'il faut le faire. ouais. Mais aujourd'hui, on a développé les plans et on Et va si vous travailler avez le dessus. brevet, si vous fondez une boîte, vous devenez, Ouais. vous avez une licorne dans 3 ans. Oui, oui, mais l'objectif, c'est J'ai de rester à l'hôpital. j'ai une question. Tout d'abord, bravo pour ce formidable projet qui est très, très impressionnant. Merci beaucoup. Merci. Euh, J'avais une question, puisque les sessions de simulation, c'est toujours un petit peu difficile à organiser. Hmm. Là, il y a l'opportunité même d'avoir du matériel à la maison. Ouais. Est-ce que vous envisagez dans un futur plus ou moins proche de faire peut-être un assistant, une application avec des exercices à faire à la maison, avec des sessions après en petit aidé pour s'évaluer? Parce que c'est vrai que comme il y a la possibilité d'avoir du matériel à la maison, c'est quelque chose qui sort presque aussi du laboratoire de simulation, ce qui est très original par rapport à beaucoup de formations. C'est une très bonne question. Effectivement, en fait, l'idée initiale de la Société française de chirurgie pédiatrique, c'était d'un welcome pack du première année de médecine. Donc, en fait, première année de chirurgie. Il arrive, il a son welcome pack, et donc il peut s'entraîner à la maison. Et donc, aujourd'hui, moi, j'avais pas les moyens tout seul de produire pour toute la France entière. Donc, c'est pour ça que la plateforme, elle va vraiment m'aider. Il y a des ingénieurs, des techniciens. Et ensuite, après, une fois qu'on va mettre à disposition, on va l'évaluer, effectivement, avec un programme qui va être fait à domicile pour les évaluer toutes les semaines avec des retours, avec des questionnaires, avec des grilles de satisfaction qui vont être faites enfin, hebdomadairement, quoi. Mais oui, c'est l'objectif, mais tant que je suis pas en capacité de les produire, Bien sûr, bien sûr. c'est l'objectif exactement avec la Société française de chirurgie pédiatrique. D'autres questions? Avec tout ce que vous avez à faire, on va vous revoir tous les ans, on vient présenter les résultats. Je ne sais pas. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et puis un soutien de l'Académie de chirurgie, ça serait super. Bien, bah écoutez, alors s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup et félicitations. Merci.